En 2001, Hollywood est chamboulé. Harry Potter à l'école des sorciers sort en salle et devient un phénomène planétaire. Couplé au succès du Seigneur des Anneaux la même année, le triomphe de Harry Potter ouvre les vannes. Chaque studio américain se lance dans une chasse effrénée aux droits d'adaptation de romans fantastiques jeunesse, espérant décrocher la prochaine méga franchise à la Harry Potter. Sauf que, soyons honnêtes, ça a rarement été une réussite. Certes, on a eu de très bonnes choses comme Hunger Games ou The Giver, mais on a surtout eu droit à des fiascos. La Boussole d'Or, Spiderwick, Eragon, qui en somme ne sont pas spécialement mauvais, c'est juste qu'ils étaient parfaitement oubliables. Aucun d'eux n'a jamais atteint le succès d'Harry Potter. D'ailleurs, je suis certain que vous les aviez oubliés. Et dans cette longue liste de flops, Percy Jackson et le voleur de foudre sorti en 2010 est un cas d'école. Décrié depuis sa sortie comme l'une des pires adaptations de romans jeunesse jamais tournés. Alors vous allez me dire que je tire sur l'ambulance, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que je vais pas essayer d'être juste dans mes propos lors de cette critique. Mortels, dieux, demi-dieux, bienvenue dans cette nouvelle rétrospective qui se concentrera sur les adaptations de Percy Jackson, pour voir comment l'œuvre de Rick Riordan a été adaptée des rayons de bibliothèque aux salles obscures de cinéma, des livres aux films, des pages aux images. Cela dit, avant d'attaquer le film, petite anecdote personnelle. En 2022, je rencontre une nana passionnée par l'œuvre de Rick Riordan, l'auteur des livres Percy Jackson. Pour me rapprocher d'elle, je décide donc de lire un des livres de cet auteur. Et coup de bol, il a écrit L'héritière des abysses, qui est inspiré directement de mon univers de fiction préféré, à savoir 20 milieux sous les mers. Ça nous fait un centre d'intérêt commun, et résultat, je lis, on discute, et elle devient la femme de ma vie. Rien que ça. Et aujourd'hui, grâce à Rick Riordan, je partage ma vie avec avec la plus merveilleuse des femmes, qui soit... Casse-toi de ma vidéo. Ok. Mais je t'aime, hein. Mais ça parlait de moi. Oui, t'as bien fait. La vie est belle jusqu'à ce qu'elle me parle de la future série Percy Jackson sur Disney+. Et là, je me dis que c'est enfin l'occasion de lire le bouquin, parce que l'air de rien, je connaissais les films de très loin, mais j'avais jamais lu les livres. Donc j'en profite et je me dis, ça fera un très bon sujet pour une vidéo. Tout ça pour dire que j'ai une certaine affection pour Rick Riordan, puisque ces bouquins m'ont indirectement permis de trouver ma moitié. Mais de là à défendre tout ce qui a été fait autour des films, des livres et de la série, y a qu'un pas. D'ailleurs, parlons un peu du film, sorti en 2010 sous l'égide 20th Century Fox, qui voulait sa saga fantastique, et réalisé par Chris Columbus. Oui, Chris Columbus, le réalisateur des premiers Harry Potter. Après tout, qui de mieux pour reproduire une saga à la Harry Potter que le réalisateur des premiers Harry Potter? Basiquement, on lui a demandé de reproduire le succès de ces films-là, et... Malgré les 227 millions de dollars de recettes mondiales, pour un budget de 95 millions de dollars, le public l'a immédiatement détesté. Donc pour résumer, succès financier, mais désastre critique. Et en effet, il y a beaucoup à dire sur ce film. Dans cette vidéo, je vais donc décortiquer tout ça. Et on va faire comme d'habitude, une partie d'abord où on analyse le film pour ce qu'il est, et ensuite parler du côté adaptation. Donc je précise, j'ai volontairement écrit cette partie de la vidéo avant d'avoir lu le livre, pour voir si le film tenait la route en tant que film. Je n'ai pas eu besoin de lire le livre Harry Potter pour en apprécier le film. Donc faisons pareil avec Percy Jackson, pour voir si le film tient la route en tant que film. Pas de panique donc si certains points ne sont pas encore abordés, tout viendra en temps et en heure. C'est parti! Le film s'ouvre à New York sur une rencontre entre Poséidon et Zeus qui se disputent car on lui aurait volé la foudre. Au passage, oui, c'est Sean Bean qui joue Zeus, et non, son personnage ne meurt pas pour autant. J'en perds la tête. Nous n'avons pas le droit de nous voler nos pouvoirs. Mais nos enfants en ont le droit. Attendez, comment ça vos enfants en ont le droit? C'est complètement débile comme règle. Tu accuses mon fils. Zeus n'est pas content et menace de faire la guerre au reste du monde et aux dieux s'il ne récupère pas son éclair avant le solstice. Pourquoi le solstice? Il entre avec force et fracas dans l'Empire State Building, qu'on comprend être une porte d'entrée vers l'Olympe. Ça, c'était le prologue, et franchement, à part quelques questions sans réponse et approximations, le potentiel est là.
J'ai l'impression de résumer mon entière expérience du film en fait là. Mais en tout cas, l'univers est posé. Les dieux grecs vivent parmi nous, aux États-Unis, et les enjeux sont posés. Le fils de Poséidon est accusé d'avoir volé l'arme ultime de Zeus. Et franchement, dans l'ensemble, ça donne envie de voir la suite. Donc je suis très optimiste. Oui, je sens que ça va pas durer, laissez-moi profiter s'il vous plaît. Après le prologue, nous découvrons Percy Jackson et son meilleur ami, Grover. Percy est un étudiant à problème, il est dyslexique, il n'arrive pas à suivre les cours, d'ailleurs il vit avec sa mère et son beau-père qui est un énorme beauf. Le film nous plonge directement dans la mythologie grecque grâce à un cours donné par le professeur de Percy, incarné par Pierce Brosnan, oui, James Bond en personne. Il y a 12 dieux de l'Olympe. Les 3 plus grands sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Et franchement, c'est une très bonne idée. Grâce à ce cours, le film expose les bases de la mythologie grecque à un grand public qui ne les connaît pas forcément. Il s'agissait du premier Oui, Madame des Dodds. travaux d'Hercule, Il faut qu'on parle. imposé par- Élément déclencheur oblige, une des professeurs de Percy se révèle être une harpie. Rien à voir, mais j'aime bien ce trucage. Pour faire croire que le personnage se téléporte en un seul cut, une doublure entre et se cache derrière la porte pendant que l'actrice est déjà sur l'échafaudage. Un trucage très simple, mais efficace. Il m'en faut peu. Et la harpie est vraiment bien faite. Terrifiante, juste ce qu'il faut. Lâche-le, lâche ce garçon ou je te jure que je vais te tailler en pièces. Lâche-le ou je te roule dessus. La harpie se casse après s'être faite menacer par le prof de Percy, qui ordonne à Grover de les mettre lui et sa mère en sécurité, car Grover serait là pour les protéger. Pourquoi, monsieur Brunner? T'as demandé de me surveiller? Parce que je suis ton protecteur. Au passage, le prof de Percy lui offre un stylo. La plume est plus forte que l'épée, je suppose. Bref, il essaie de s'enfuir avec sa mère malgré les réticences de son beau-père. Hé, tu parles pas à ma mère comme ça, espèce de boule de billard puante. Non, Gabi! Ouh, ça c'est méchant, dites. Heureusement qu'il s'est arrêté là, encore un peu plus, et il le traitait carrément d'andouille. Faut pas dire des choses que l'on pourrait regretter, Percy, ça nous envenime l'âme. Non, vraiment, j'adore ce style d'insulte façon Disney Channel, genre, ils refusent de dire « gros con » ou « va te faire foutre », du coup ils inventent des périphrases complètement débiles, style « boule de bière puante ». Qui dit ça? Surtout quand on est ado. Il s'enfuit en voiture vers un camp de sang-mêlés, entre guillemets, où Percy serait en sécurité. En tout cas, c'est ce que lui dit son ami Grover, qui s'avère être, je cite Percy, T'es à moitié Anne! Je suis à moitié bouc. J'adore cette phrase, genre Grover essaie de rester badass tout en disant « Je suis à moitié bouc ». Bah tu sais quoi Grover? Je suis d'accord avec toi, les boucs c'est badass. Moi aussi je suis à moitié bouc. What? Oui, à la base, l'Argali c'est un bouc. Je tiens mon pseudo d'un bouc. C'est pour ça que je me laisse pousser le bouc. À la base c'est mon totem. Ils se font tous les trois attaquer par le Minotaure. Le Minotaure est vivant? Je disais, ils se font tous les trois attaquer par le Minotaure, ce dernier réduisant la mère de Percy en cendres. Percy, tu viens de voir ta mère mourir sous tes yeux. Pourrais-tu ne pas donner l'impression d'avoir perdu un morceau de fromage? Percy essaie de se battre contre le Minotaure avec le stylo que lui avait offert son prof, qui est en réalité une épée magique. Mais plutôt que d'utiliser son épée magique, Percy préfère utiliser la corne que le Minotaure avait coincée dans un arbre et que lui-même n'avait pas réussi à déloger. Logique. Une fois dans le camp, nous sommes introduits à l'univers des demi-dieux, des enfants de dieux et de mortels. Et Percy en est évidemment un, fruit de l'union entre une mortelle et Poséidon. T'es un demi-dieu. Percy Jackson est un vrai demi-dieu. Tu es un demi-dieu, Harry, je veux dire Percy. Et au détour de la conversation, à défaut d'être le voleur de foudre, Percy a un coup de foudre pour Annabès, fille d'Athéna. Annabès, la fille d'Athéna, déesse de la sagesse. Attendez, il va se faire la fille de sa cousine? Putain, mais jetez un œil aux arbres généalogiques avant d'écrire des histoires d'amour dignes de mauvais films d'auteurs français. Dans mon monde, on m'appelle Chiron. Chiron est vivant? J'ai pris un remède de cheval. Costaud le remède s'il t'a ramené à la vie. Pour rappel, Chiron, il meurt tué de la main d'Héraclès. Pourquoi tout le monde s'en fout? Héraclès a tué Chiron. Pourquoi Chiron est vivant? Il est extrêmement rare que l'un des 3 grands dieux engendre un enfant. Non. Tu es très puissant. Non. Je suis désolé, mais là, non. Je sens que vous êtes nombreux derrière vos écrans à vous retenir d'écrire depuis tout à l'heure quelque chose du style « Oui, mais c'est écrit dans le livre ».
Je ne suis pas censé le savoir, je ne suis pas censé avoir lu le livre pour apprécier le film. Et dans le contexte du film, cette phrase est stupide. Non, il n'est pas rare qu'un des 3 grands dieux fasse des enfants. C'est même tout l'inverse, putain. Rien que pour Zeus, Wikipédia compte 72 progénitures. C'est même une blague pour ceux qui s'y connaissent en mythologie grecque. C'est que Zeus fout son pyrluide partout et couche avec tout le monde. Donc s'il y avait une explication dans le livre, elle aurait dû également se trouver dans le film. Or, elle n'est pas dans le film, donc cette phrase est stupide. Merde! C'est pour ça que ta mère a épousé ton beau-père. Parce que sa puanteur masquait l'odeur de ton sang. Alors, je sais que c'est une critique récurrente, mais j'ai besoin de poser la question. Comment ça marche? Quoi, c'est parce que c'est un gros beauf? C'est une puanteur morale? Genre, ça aurait aussi marché si elle avait épousé un flamingant ou je ne sais quel autre taré d'extrême droite? Et si c'est une puanteur physique? Autant vivre dans une ferme entourée de bousses de vache, ou à côté d'une décharge. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Je suis Luc, fils d'Hermès et chef d'équipe. Donc, je traduis. Bonjour, je suis Luc, le fils du dieu des voleurs. Autant marquer un gros « J'ai volé la foudre » sur son front. Même Cuirel était moins suspect. Donc là, il faut un jeu de capturer le drapeau avec des vraies armes. Putain, mais arrêtez de vous battre! Mais pourquoi ils se battent avec des vraies armes? Putain! Bon, les enfants, ça a été? Ben, Hector s'est tué avec ta propre épée. Ah ben ça va alors, un seul élève mort, hier c'était 2. Il se fait maraver la gueule par Anabès, logique, mais heureusement pour lui, il découvre que ses pouvoirs sont multipliés par 10 lorsqu'il rentre en contact avec l'eau. Même si de mon point de vue, 10 fois 0, ça fait toujours 0, mais allez, j'accepte. Et là, je sais qu'MJ Fermella et l'ermite moderne ont déjà fait la blague, mais je ne peux pas ne pas la faire. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau! De l'eau! Au moins il se bat comme un dieu! Et lors de la célébration de la victoire de Percy, Hadès en personne sort des flammes pour réclamer la foudre et annoncer à Percy que sa mère n'est pas morte. Ah, tiens, c'est vrai qu'on l'avait oublié celle-là. Hadès la retient en otage. Chiron propose dès lors une solution diplomatique sur l'Olympe, très bonne idée, mais Percy décide de faire le mur pour la retrouver tout seul. Espèce d'idiot. Pour l'accompagner, on retrouve Grover et Anabès, la nana, qui vient d'essayer de le tuer. Aujourd'hui, t'as essayé de me tuer, maintenant tu veux me défendre. C'était pas pour de vrai, c'était qu'un entraînement. T'avais de vraies armes! Donc, pour retrouver la mère de Percy, il faut aller en enfer et puis trouver un moyen de sortir des enfers. Y entrer, c'est facile. En sortir, c'est plus délicat. Pour cela, il leur faut des perles magiques. Et ces perles, elles permettent de quitter instantanément les enfers. Heureusement, Luc leur dit où en trouver et leur file quelques objets mythiques en bonus. Elles sont à mon père. Cette américanisation m'énerve. Il y en a des centaines de ces petites choses. Non, elles sont uniques. Vraiment, ce film a un problème par rapport aux mythes grecs, et c'est même pas son adaptation des mythes grecs, c'est qu'ils ne font jamais de distinction claire entre les mythes grecs originaux et la version telle que réinventée par Rick Riordan. Bref, j'en parlerai dans la partie analyse. Perséphone? Tu veux dire la femme d'Hadès? Oui, il l'a forcée à l'épouser. Il la garde prisonnière. Bon, ben je vais en parler maintenant. Un des problèmes de ce film est qu'il réinvente sans cesse les mythes grecs en nous rappelant leur version d'origine, et sans nous dire que les personnages de leur monde auraient inspiré les mythes que nous, spectateurs, connaissons. Et le pire, c'est qu'il manquerait une phrase pour pallier à ce problème. Un truc du style « Percy, voici les mythes que tu as appris à l'école, mais maintenant, nous allons t'apprendre la réalité de notre univers. » Et bim, c'était réglé. Il y avait une distinction à faire. Mais là, vu que tu n'arrêtes pas de rappeler tes mythes grecs comme étant les originaux, alors qu'ils sont clairement pas les originaux, ça crée une dissonance. Et moi, je deviens dingue à devoir systématiquement dire « Non, c'est pas comme ça dans les mythes », alors que j'ai même pas ce problème-là devant Hercule. Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Dans le Hercule réalisé par Musker et Clements pour les studios Disney, un tel traitement ne me dérangerait pas, puisque tout l'univers est une réinvention totale et assumée dès le prologue. C'est ce que notre histoire... Non mais écoutez-le! On croirait qu'il va nous jouer une de ces tragédies grecques. Quand la voix sérieuse du conteur des vrais mythes laisse sa place aux chanteuses de gospel. Allez-y, les filles. Qui racontent une autre histoire. La distinction entre les mythes originaux et l'univers créé par Disney est claire. Ici, elle est foutraque. Résultat, ces échanges n'ont plus de sens. Il l'a forcée à l'épouser. Il la garde prisonnière.
Parce qu'il nous présente que dans cet univers, Perséphone est retenue captive par Hadès, en nous faisant croire que c'est la version originale du mythe. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas c'est un peu plus complexe. Elle n'est pas captive en enfer, elle a été enlevée, oui, et suite à un accord diplomatique entre Hadès, Déméter et Zeus, elle passe la moitié de l'année en enfer à exercer son rôle de reine des enfers. Dans l'Odyssée, Perséphone est appelée la Gvos Gvia, ce qui signifie la redoutable souveraine. Donc oui, il la force à l'épouser, mais non, elle n'est pas prisonnière, elle est reine. Bref, on enchaîne. L'objectif, à partir de là, est de retrouver les 3 perles de Perséphone, et de revenir avec la mère de Percy, tout en prouvant auprès des dieux qu'il n'est pas le voleur de foudre. À partir de là, on entre dans une mécanique narrative de jeu vidéo. Un niveau, une perle à trouver. En tout, 3 MacGuffin. Pour ma mère qui regarde, un MacGuffin, tel que conceptualisé par Hitchcock, est un élément de l'intrigue fonctionnel, un prétexte visant à faire avancer un scénario, sans qu'il n'en soit la base. Un MacGuffin, c'est le microfilm d'un film d'espionnage, c'est les pierres d'infinité dans les Avengers. Et ici, c'est les 3 perles magiques. Oui, 3 perles. Visiblement, ils oublient qu'en revenant des enfers, ils seront forcément 4, puisqu'ils ramèneront la mère avec eux. Mais bon, c'est pas donné à tous les héros de la mythologie grecque de savoir compter jusqu'à 4. Donc, première étape, la première perle est chez Méduse, interprétée par Uma Thurman. Méduse est vivante ? Bon, je vais quand même développer un peu dans la mesure où c'est la 3e fois que je fais la vanne. Le film n'adapte pas des personnages, comme le marchand de sable ou le Père Noël, mais des histoires avec un milieu, un début et une fin. Le Minotaure, Chiron, Méduse et plus tard l'Hydre de Lerne sont des personnages d'histoire qui les dépassent. Ils ont une naissance, une vie et une mort chacun. Et ne me dites pas que ça se passe dans un monde différent du nôtre, le cours de Chiron concernait ces mythes. J'ai besoin d'une explication parce que pour le coup, les 2 autres je dis pas, mais Méduse, elle s'est faite décapiter. J'ai besoin d'une explication à comment on survit à une décapitation. Surtout si ces histoires se passent après les mythes de l'Antiquité, ce qui me semblerait logique. Bon, au moins, la scène est cool et les serpents sont bien faits. D'ailleurs, beaucoup de gens râlent pour ce qui est de l'iPhone, utilisé pour combattre Méduse. Comment on peut combattre quelqu'un qu'on peut pas regarder? On peut regarder son reflet. Attends. Regarde ça. Ouais, bonne idée. Et moi, je trouve justement que c'est une bonne idée. C'est juste dommage que cette bonne idée aille de pair avec un placement de produit et que cet iPhone n'ait jamais été présenté avant. Mais c'est une bonne idée, une transposition d'une arme de l'Antiquité à aujourd'hui, sous-entendant que les téléphones ont un pouvoir de défense, le pouvoir des images et de l'information. Cela dit, j'ai l'impression d'être en pleine masturbation intellectuelle car je ne suis pas sûr que c'était l'intention voulue. Achetez-moi! Donc, il la décapite. Apparemment, ça a pas trop l'air d'être un problème pour elle, vu qu'elle a déjà survécu à une décapitation. Et on passe à la 2e étape, pour trouver la 2e perle au Parthénon de Nashville. Waouh, c'est délirant. Une réplique complète du Parthénon à Nashville. Mais c'est trop cool ça comme idée! C'est génial! Ça, c'est une bonne idée. Ça joue avec notre univers, avec leur univers. Ça permet de faire un lien entre un élément du monde réel pour le faire intervenir dans un univers plus grand où dieux et démons existeraient. Franchement, c'est cool! Moi, vous savez quoi? Moi, j'applaudis. Après toutes ces conneries, moi j'applaudis. Ça mérite des applaudissements. Toi aussi derrière ton écran, tu applaudis. Tu applaudis, putain! J'ai dit tu applaudis, Jérémy! Non, sans déconner, ça fait super plaisir. J'espère qu'ils en auront d'autres des idées comme ça. Percy, quand tu coupes une des têtes de l'hydre, 2 autres repoussent. L'hydre est vivant. Oh, nique ta mère. Bon, cela dit, la scène est très cool en termes d'action. Surtout le moment où la tête de Méduse transforme l'hydre en pierre. Franchement, c'est super classe. Ça n'a aucun sens, mais c'est super classe. Pour leur 3e étape, ils vont dans un casino nommé Lotus, où après avoir mangé des fleurs de lotus, sérieusement les gars, deviennent bourrés sur du Lady Gaga. Pour le coup, l'idée de placer les lotophages de l'Odyssée dans un casino de Las Vegas, c'est cool comme idée. Un lieu de délices illusoires qui te font perdre contact avec la réalité. Ce serait presque une critique du capitalisme. Presque. C'est franchement pas idiot comme idée. Contrairement à ces 3 débiles. Sérieusement, comment vous faites pour ne pas comprendre que ce casino qui s'appelle Lotus et qui vous fait bouffer des fleurs de lotus est tenu par des lotophages, littéralement des bouffeurs de lotus? Ils connaissent les mythes ou ils les connaissent pas?
Surtout ces deux-là, là, qui ont littéralement grandi toute leur vie dans cet univers. Arrêtez de connaître les mythes selon ce qui arrange le scénario, ça devient insupportable. Bon, ils récupèrent la dernière perle et sont donc prêts pour aller dans les enfers, dont la porte semble être Hollywood. Ce serait presque une critique du cinéma mainstream, dont Percy Jackson fait partie. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un contre son camp. Bref, ils y trouvent Charon, c'est tout. Mais il est nul. On se croirait à Disneyland, c'est quoi ce décor? C'est quoi ce costume? Et attendez, il le perd en drachme? Et attendez, j'ai une question. Si les dieux s'adaptent à l'avancée géopolitique des mortels, au point de vivre aux États-Unis, pourquoi s'habillent-ils en drapé? Et pourquoi se font-ils toujours payer en drachme grec antique? Bienvenue dans les enfers. Toutes les vies s'achèvent dans la souffrance et le désastre. Bon. Premier degré, c'est la 4e fois que je dois faire une pause pour ce tournage parce que j'arrête pas de gueuler et que j'ai la voix en vrac. Donc je vais essayer d'être posé à partir de maintenant pour le reste de la vidéo parce que je deviens zinzin. Non, les enfers grecs ne sont pas l'enfer chrétien. Toutes les vies ne s'achèvent pas dans la souffrance et le désastre. Les Champs-Élysées, ça vous dit un truc? Ce serait pratiquement l'équivalent du paradis chrétien. Les enfers grecs, c'est là où vont tous les morts, les bons comme les mauvais. Et si le film fait cet amalgame, c'est juste parce que les Américains ne savent pas faire la différence entre les enfers avec un S et l'enfer sans S. Il rencontre Hadès qui est habillé comme un métalleux et Perséphone. Bon, là j'ai plusieurs questions. Premièrement, concernant l'absence de Cerbère. C'est quoi ces bestioles? Des chiens des enfers. Pourquoi ne pas avoir mis le chien à 3 têtes? En vrai, c'est sûrement pour ne pas rappeler Touffu de Harry Potter. Pour rappel, c'est le même réalisateur qui a fait les deux films. Il n'a sûrement pas voulu se répéter. Mais quand même, évoquer le chien Cerbère aurait été plus pertinent. Touffu est inspiré de Cerbère, pas l'inverse. Ensuite, concernant la présence de Perséphone, je n'aurais qu'une seule question. Qu'est-ce que Perséphone fabrique en enfer? On est en juin! Demain, on est le 21 juin. L'histoire de Perséphone, c'est que sa mère refuse de faire le beau temps tant qu'elle n'est pas avec sa fille. C'est comme ça que les Grecs expliquaient le cycle des saisons. Pendant les quelques mois où Perséphone est en enfer, on est en automne et en hiver. Et quand elle est sur Terre avec sa mère, c'est l'été et le printemps. Alors s'ils sont en été, pourquoi Perséphone est là? Et enfin, pourquoi Perséphone est chaude? N'a jamais eu de satire. Et c'est une fois que Percy retrouve sa mère que Hadès découvre que l'éclair était caché dans les affaires que Luc leur avait filées. Luc a tout arrangé. Il a mis l'éclair dans son bouclier et il s'est servi de nous. C'est Luc le voleur de foudre. Non, tu crois? Sans déconner. L'éclair originel créé par Zeus. Ce sont les Cyclopes qui ont créé la foudre de Zeus. Ce film me rend zinzin. Non, Sandek, ce film est insupportable parce que t'as besoin de connaître les mythes pour comprendre le film, mais si tu les comprends, si tu les connais, eh ben tout le film sonne faux. Vraiment, j'aimerais parler des qualités du film, mais on est pratiquement à une connerie par réplique. Je n'ai même pas le temps, mon script là, j'en suis à 6 pages. 6 pages sur 11. J'ai plus de voix à force de gueuler, j'ai l'impression d'être l'ado dans les Simpsons. Typiquement... Il ne se souviendra de rien. Pourquoi électrifier un dieu lui ferait perdre la mémoire? Bref, Hadès est hors jeu, la mère de Percy est sauvée, et comme ils n'ont que 3 perles pour 4 personnes... Seulement 3? Oh non. Et vous êtes 4. Chaque perle ne peut transporter qu'une seule personne. L'un de vous va devoir rester. Ce qui était un problème parfaitement évitable et prévisible, mais bon, c'est compliqué de compter jusqu'à 4 quand on est un demi-dieu. Grover reste sur place en enfer, ce qui ne le dérange pas plus que ça, parce qu'encore une fois, Perséphone est chaude. Je me ferai un plaisir de m'occuper de lui. Il demande aux perles magiques de se téléporter sur l'Olympe, vers l'Olympe, qui s'avère être le sommet de l'Empire State Building. Et franchement, la direction artistique déchire. Les costumes et les décors tels qu'ils sont très beaux et filmés de sorte à donner une impression de grandiose. Percy arrive à se faire innocenter après avoir combattu Luc qui, bien évidemment, était le voleur de foudre. Et cette scène est très cool. Tout le monde
monde est réuni, la maman de Percy est vivante et a quitté le gros con de beauf de beau-père, et Grover est revenu des enfers avec des cornes. Subtil. Jolie corne, Grover. Ça veut dire qu'il a baisé! Mais l'horreur n'est pas finie puisqu'il y a une scène post-crédit où l'on voit le beau-père de Percy mourir après avoir forcé le frigo dans lequel était enfermée la tête de Méduse. Cette fin est moche. J'aimais pas le personnage, mais de là à le faire mourir, c'était juste un gros beauf quoi, il méritait pas la mort. J'ai presque envie de sortir le hashtag touche pas à mon beauf. Et c'est fini! J'ai survécu. Et vous aussi. Et franchement, ce film aurait pu être bon. J'aurais adoré l'adorer. Chris Columbus, c'est pas le mauvais gars, c'est pas un mauvais réalisateur, mais lui et ses scénaristes ont mis en scène tout un univers plein de potentiel, et l'âge gâché par 1. Trop d'éléments sans réponse, 2. Des personnages dont l'intelligence varie en fonction de ce qui arrange le script, et surtout 3. Le traitement de la mythologie grecque qui est le truc le plus bâclé du film, alors que cette dernière est au centre du récit. Et pourtant le potentiel est là, c'est ça qui est frustrant. Donc maintenant, la suite logique serait de parler des choix d'adaptation concernant les mythes, et surtout, concernant le livre. Mais je vous avoue que je suis crevé, je ne m'attendais pas à ce que le résumé du film dure si longtemps. On en est à combien là en termes de temps de vidéo? Waouh, ok, j'avais pas vu. Bon bah le livre ce sera pour une prochaine fois. Et croyez-moi, il y a des trucs à dire. Mais pour en parler, il nous faudra une deuxième vidéo, et pour la regarder, il faudra vous abonner et mettre la cloche. Ça va être mythique.